Fidèle au poste, mesdames et messieurs, chaque dimanche, c'est la rétrospective de la semaine. Ce dimanche, nous recevons une grande dame. Elle est secrétaire nationale du PPRD en charge de la communication et des médias, vice-ministre du budget honoraire. Vous l'avez sans nul doute deviné, avec Madame Ernestine Yoka, nous allons débattre des temps forts de l'actualité. Et moi, je le dis toujours, ça me fait énormément et doublement plaisir quand je reçois une dame à Info 7, ce qui est malheureusement un fait rare. Dommage. Très heureuse donc de vous recevoir, Madame. Merci, Madame Paulette. Mais vous n'avez pas remarqué que de plus en plus, il y a des dames sur les plateaux des différentes télévisions. Parmi les communicateurs, je dirais communicatrices de la majorité présidentielle, il y a de plus en plus de dames. J'espère qu'il va falloir vous allez en contact avec elles pour pouvoir les inviter. Vous allez m'aider à entrer en contact avec elles. Je crois que comme elles sont communicatrices, ça sera plus facile pour elles de venir passer à la barre chez moi. Hein. N'ayez pas peur de passer chez Paulette Kimoutou, je ne suis que simple journaliste. Donc, l'actualité étant très très riche, nous allons commencer tout go, mesdames et messieurs, nous allons parler d'Ebola, encore Ebola. Cette semaine, l'actualité, nous avons appris que certains produits pharmaceutiques qu'on donne aux Congolais sont expérimentaux. Alors, on se pose la question, sommes-nous devenus des cobayes? Je vais demander à la juriste qui est avec moi comment les Congolais peuvent se défendre face à cela. Est-ce vrai, est-ce faux? Nous allons parler de l'environnement. On oublie souvent, et pourtant aujourd'hui l'environnement fait partie en tout cas ou des ministères ou des secteurs clés, parce qu'aujourd'hui on doit protéger notre environnement parce que nous risquons de perdre notre terre et notre environnement. Plus de détails dans ce premier condensé. L'opération vise à éradiquer au plus vite la maladie. La gratuité de soins est effective dans toutes les 40 zones sanitaires publiques de Mbandaka, rapporte le ministère de la Santé dans un communiqué. 65 tonnes de médicaments devraient être remises à ces zones de santé cette semaine. Selon le ministre de la Santé, le docteur Oli Ilunga, au total 56 cas de fièvre hémorragique dans la région, dont 37 confirmés, 13 probables et 6 suspects depuis le début de l'épidémie. Le rapporte que ce lundi 4 juin, 6 nouveaux cas suspects ont été détectés, dont 5 à Bikoro et 1 à Wangata, tous de contacts bien connus. La même source indique que les 3 échantillons du 2 juin se sont révélés négatifs. À noter que 9 autres patients qui étaient de cas confirmés d'Ebola ont été guéris avant d'être déchargés du centre de traitement d'Ebola. La commission de prise en charge et de suivi psychosocial a lancé l'Association nationale des vainqueurs d'Ebola, regroupant toutes les personnes guéries en vue d'assurer un meilleur suivi biologique. Rappelons par ailleurs que l'épidémie d'Ebola a été déclarée le 8 mai à Bikoro, une localité située à 600 km au nord de Kinshasa. D'autres cas ont par la suite été identifiés dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. C'est par le ramassage des plastiques dans la rivière Mososo alimentée sous le pont de la Première rue que le ministère de l'Environnement a célébré la date du 5 juin. Cette opération a été lancée par le représentant du ministre de l'Environnement, Moïse Boumbou, et Benjamin Tohirambe, secrétaire général. Ces deux autorités appellent le peuple congolais à la prise de conscience pour combattre la pollution plastique. Nous avions amené les sachets, les bouteilles en plastique pour trouver des solutions à nos problèmes. Mais nous avons créé aussi des problèmes. Regardez un peu cette rivière. On ne voit même pas l'eau. Nous sommes tentés un peu de descendre. L'eau est presque... Les lits de l'eau ne se voient même pas. Conséquence, les poissons qui est ici, est-ce qu'ils peuvent bien respirer? Non. Il y a des micro-organismes qui sont là, qui sont utiles aussi aux êtres humains. Est-ce que ça peut bien respirer? Non. Donc, nous sommes responsables. Alors, le message que je peux donner au peuple congolais aujourd'hui et à l'humanité est que nous devons prendre nos responsabilités pour que demain, que nous ne puissions pas vivre avec des conditions pareilles. Tout le monde doit prendre conscience que nous avons un danger devant nous et c'était ça l'appel essentiel du ministre à l'égard de toute la population. Donc c'est un défi devant nous et que nous devons relever. Les plastiques ramassés seront déposés à la société Congo Salubrité pour le recyclage.
américain. Kankonde Chikololo, PDG de cette société, souhaite l'implication de tous pour une bonne lutte contre la pollution plastique. Nous devons exploiter ces déchets pour en faire d'autres produits. Donc c'est de la matière première pour nous. L'expertise de transformation est déjà là, mais il y a un problème sérieux du gouvernement pour l'équirage. Nous tous, et le gouvernement et la population, si on se met ensemble, on peut quand même arriver à trouver une solution. Au nom du ministre de l'Environnement, Moïse Boumbo, son directeur de cabinet, a lancé officiellement le mois de juin consacré à la lutte contre la pollution plastique. Madame Ernestine, vous suivez avec nous l'évolution de cette maladie, l'Ebola. Vous êtes chargé de la communication au sein du PPRD. Moi, j'aimerais bien savoir, vous êtes sûr que par rapport à cette maladie, la COMPAS, on explique à la population très bien c'est quoi Ebola et tout ça, parce que nous avons appris qu'encore en Mbandaka, beaucoup de gens n'y croient pas. Ils pensent que c'est un sort jeté par la famille et tout ça. Est-ce que les gens aujourd'hui comprennent c'est quoi Ebola? À mon humble avis, ce qui est à déplorer, c'est qu'il n'y a pas de sensibilisation autour de la maladie à virus Ebola. Et au lieu d'aller, je crois, attendre chaque fois qu'il y a une épidémie, il va falloir d'abord commencer par sensibiliser la population, qu'elle sache ce que c'est Ebola. Comment on contracte Ebola. À partir de comment on contracte Ebola, je crois que le ministère de la Santé doit mettre des dispositifs en place, parce que je pense, à mon humble avis, qu'Ebola doit faire partie des maladies de main sale. Et maintenant, comme le choléra. Oui, comme le choléra, mais peut-être qu'un peu plus virulent. Fièvre typhoïde. Oui, voilà, un peu plus virulent que les choléra et l'Ebola. Alors, c'est au ministère de la Santé, avant tout, de pouvoir montrer à la population les attitudes à prendre, au lieu d'attendre qu'il y ait une épidémie et qu'à l'issue de l'épidémie, qu'il y ait des morts et qu'on se mette très rapidement à soigner ceux qui peuvent survivre, parce qu'à la fin, lorsqu'on suit les statistiques, c'est pas un grand nombre qui survit, c'est un grand nombre qui meurt. Alors, au lieu d'attendre la mort, je crois qu'il faut prévenir pour que nous ne puissions pas tout le temps en train de pleurer. Et dans la prévention, il y a l'éducation de la population. Parce que c'est quand vous regardez, c'est toujours vers l'ancienne province de l'Équateur. C'est question d'environnement, parce que aussi dans l'ancienne province. Voilà. Dans l'ancienne province du Bandundu aussi, il y a de temps en temps cette maladie. Et donc, nous devons savoir quelle en est la cause. Au lieu d'amener simplement les médicaments, comme nous avons appris, des vaccins et tout, mais il faut d'abord savoir quelle en est la cause, commencer par sensibiliser, éradiquer la cause pour ne pas traiter Ebola est lié à la pauvreté. Je ne pense pas que Ebola est lié à la pauvreté. Je pense que c'est peut-être lié à nos habitudes. Alimentaires ou de vie? Peut-être alimentaires, de vie. Tout ce qui nous entoure dans notre environnement, il y a peut-être des choses qu'il faut éradiquer, il y a des habitudes qu'il faut abandonner pour qu'on puisse éviter ces virus. Nous avons appris, maintenant je pose la question à la juriste, nous avons appris qu'il y a certains produits pharmaceutiques qu'on donne aux Congolais qui sont expérimentaux. Est-ce que c'est légal de donner aux gens comme ça des médicaments non encore approuvés par les organismes internationaux, qui a eu l'aval de certains organismes? Madame Paulette, toute raison gardée, je dois dire que quand on jette un regard vers la légalité, on ne peut pas prendre des êtres humains pour des cobayes. Les cobayes, nous savons tous, pour ceux qui travaillent dans les différents laboratoires de recherche, on les fait sur un certain type d'animaux qui ont une réaction assez pareille à l'organisme humain. Bon, de là à dire aujourd'hui, je pense que ça peut être une fausse rumeur. Parce que nous savons que dans l'équipe qui travaille, il n'y a pas simplement le médecin congolais, mais il y a aussi l'OMS qui est au plus haut niveau intéressé à la question. Alors, une organisation internationale comme celle-là, si on se dit que non, nous les Congolais, on peut se tromper. Mais je ne pense pas que cet organisme-là... Ils ont peut-être peur que cette maladie se propage soit en Centrafrique ou au Congo-Brazzaville, mais on dit expérimental. Oui, mais un magasin, plutôt un médicament à un stade expérimental peut avoir des conséquences néfastes. On peut le supporter aujourd'hui, mais quelles sont les conséquences à long terme ou à court terme? On ne sait jamais.
Je pense que c'est suffisamment étudié que pour qu'on puisse donner ces vaccins. Je ne pense pas qu'il y a de l'à peu près. Par rapport à la pollution plastique, vous avez vu les images, c'est quand même assez choquant. La toute première question, Madame Ernestine Yoka, est-ce que le Congolais est sale? Parce que la plupart des gens ne comprennent pas. Quand on voit Kinshasa des années 60, Kinshasa des années 70, comparé à Kinshasa de l'an 2000, on a l'impression que la régression est vraiment vite fait. On ne comprend pas comment la ville est devenue aussi sale. Madame Paulette, ce qu'il faut retenir, c'est que Kinshasa des années 60, Kinshasa des années 50, la population n'était pas aussi aussi intense, aussi dense que la population que nous avons aujourd'hui. Il y a quand même une augmentation terrible en termes lorsqu'on regarde comment les statistiques sont passées. Aujourd'hui, nous sommes une ville à Kinshasa à presque 10 millions d'habitants. Alors que hier, sous ces périodes-là, on n'était pas à ce nombre. Je pense que les difficultés peuvent être multiples, mais parmi les difficultés, il y a d'abord la gouvernance elle-même. Et donc, la gestion des immondices. La gestion des immondices. Il faut apprendre aux Congolais à jeter les immondices par catégorie. C'est ce qu'a fait André Kimbuta dernièrement. On a appris que... Apprendre à jeter les immondices par catégorie. Les sachets en plastique, le mettre d'un côté, savoir si on peut le recycler. Les biodégradables et les non... les bouteilles en plastique d'un côté, ce qui est biodégradable d'un côté, c'est qu'on peut recycler, qui ne peut pas se dégrader de soi avec le contact avec le sol d'un côté, et voir dans quelle mesure on peut recycler. C'est ça d'abord le problème de la gouvernance. Non seulement recycler, mais pouvoir lever à temps ces immondices. Mais du côté de la population, il faut leur apprendre, parce que ça, on peut tout dire, on ne peut pas simplement jeter la balle, sinon la pierre sur la gouvernance, mais des fois, vous retrouvez des personnes, elle est chez elle, elle fait sa vaisselle, elle fait sa cuisine, mais vous voyez là, la personne sort avec une bassine et prend ses immondices dès sa parcelle, jette dans une canalisation. Ceux qui sont autour des cours d'eau, Kalamou, Mbinza, Rivière Nsele et tout, jettent dans le cours d'eau. Mais on ne se rend pas compte qu'il y aura des conséquences néfastes que, pas simplement lorsqu'il y aura la pluie, mais aussi avec tout ce que nous connaissons comme pollution de moustiques, de mouches, avec tout ce qu'elles peuvent amener comme maladie, différentes maladies de main sale. Si on y prend garde, plus la population augmente en nombre, plus la ville de Kinshasa devient, je dirais, très peuplée, demain on aura aussi d'autres maladies, peut-être les Ebola et compagnie, parce que déjà nous avons vu le choléra était présent déjà à Kinshasa, était déjà présent au camp Luka, même si il a suffisamment été combattu, mais nous avons cru comprendre qu'à Kaouka aussi, il y a encore un autre... Oui, il y a des poches de résistance, je crois, vers quelque chose comme vers Kwamuntu, à moins que mes informations ne soient pas très fiables. Et ce n'est pas une bonne réaction si nous nous retrouvons avec des maladies de cette envergure, des maladies qui sont liées généralement à la saleté. Et donc, il y a une éducation à donner à la population. Mais il y a aussi un problème de gouvernance, à part l'éducation qu'il faut donner à la population, il y a un problème de gouvernance. Mais quand même, c'est vrai que vous mettez l'accent sur le nombre de la population. Moi, je reviens sur ça. Vous donnez l'impression, peut-être c'est une fausse impression, que le nombre de la population à Kinshasa est un facteur qui décuple cette saleté. Et pourtant, les mégapoles dans le monde, il en existe. Il y a Mexico, il y a New York, il y a tout ça. Non, madame. C'est question simplement d'éducation. Non, madame, je dis que le problème, il y a de multiples raisons, mais je pense axer ma réflexion sur deux causes. La population d'abord elle-même, et puis le problème de la gouvernance. La population d'hier
était moins dense que celle d'aujourd'hui, mais elle avait une éducation. Elle avait une éducation. Les Congolais ne comprennent que par la chicotte, elle avait madame. Une éducation à partir des différents services sanitaires qui existaient. Est-ce que le Congolais ne comprend que par la chicotte, madame? Parce qu'on ne comprend pas. Non, pas par la chicotte, on y comprend. Ça serait vraiment violer les droits de l'homme. Hein? Mais je pense qu'il faut introduire une contrainte. Exactement. Il faut introduire une sanction. Une sanction, ce n'est pas simplement une sanction d'emprisonnement, une sanction d'amende. Mais pour introduire une sanction d'amende, sanctionner ceux qui ont le mauvais comportement, qui propagent les déchets de n'importe quelle façon, il faut d'abord prendre un texte approprié. Et quand on prend un texte approprié, il faut que le gouvernement lui-même aussi sache faire son travail. C'est comme ça que moi je mets l'accent sur la population. Elle est dense et ça amène des problèmes. Mais puisqu'elle est devenue dense, il faut l'éduquer à un certain esprit de propriété. Et aussi, de l'autre côté, c'est simultané qu'il faut faire les choses. La population de l'autre et la gouvernance de l'autre. Nous entrons maintenant dans la politique. Politique, mesdames et messieurs. Hier, c'était le vendredi, si je ne me trompe pas. Tout le monde attendait le procès de Jean-Pierre Bemba. Tout le monde se demandait quel serait le verdict. Le verdict était tombé. Acquittement de Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale, mais il reste encore en prison parce qu'il y a un autre procès d'ici là par rapport à la subornation des témoins. Est-ce que Jean-Pierre Bemba sortirait enfin de la Cour pénale internationale de cette prison? Beaucoup de questions se posent, beaucoup de réactions, beaucoup de politiques ont réagi, beaucoup se disent que la CPI a échoué, beaucoup disent que Jean-Pierre Bemba a passé 10 ans pour rien et la CPI doit le dédommager. Et nous avons suivi aussi la réaction de la République centrafricaine qui se dit choquée par cet acquittement. Et la République centrafricaine propose même de faire appel. Alors, la réaction des politiques se disait, avant de faire appel, on doit aussi arrêter Bozizé, parce que Jean-Pierre Bemba était venu en aide à Bozizé. Nous allons aussi aller au siège du MLC pour constater un peu cette joie, l'allégresse des militants de ce parti lors de ce verdict, Plus de détails. Ici, le siège de la fédération du MLC Kinshasa, sur l'avenue de l'enseignement. Les militants du MLC et les sympathisants fêtent l'acquittement de Jean-Pierre Bemba. pouvoir oyo bandako nyoko le population bango bakokima kobima ya Jean-Pierre Bemba la sepeli ya trop nzamba yoki mabonde na biso atoni okwami D'autres militants sont carrément en pleurs. Salami est normal parce que Ngouma Melakine Nzoku. Alors il faut comprendre que passion Nyoso 10 ans passés, Ngouma Sanzi Nzoku n'a pas si. 10 ans passés en prison à La Haye, l'attente aura été longue pour ces Kinois. On les déclare déjà candidats président de la République. Nous sommes très contents de la libération ou de l'acquittement fait de notre président, qui est également notre candidat naturel à la présidence de la République. Donc nous l'attendons à bras ouverts pour qu'il puisse y déposer sa candidature. Les artères de la capitale étaient en ébullition avec des klaxons, des taxis et taxibus. Jacques Njoli, qui a fait les déplacements du lieu, annonce déjà la tenue du congrès du MLC pour le 13 juillet. Il est en route, il est là, il va être là. Donc Jean-Pierre Bemba sera ici. Le congrès du parti, c'est du 13 au 14 juillet. Donc il sera au cours du congrès du parti. L'acquittement de Jean-Pierre Bemba aura été le grand événement au siège de la fédération du MLC Kinshasa, où les attroupements ont causé des embouteillages.
Concernant qui vient d'être acquitté sous la première affaire, les 18 ans tombent. Pour la deuxième affaire, la peine la plus élevée, c'est 5 ans. Donc, il ne peut pas être retenu pour la deuxième affaire. Aujourd'hui, il est acquitté, nous sommes un vendredi. Samedi, dimanche, lundi, il y a des formalités administratives pour le notifier. Dès lors qu'il est notifié, il va faire un choix. Il reste avec sa famille en Belgique ou il vient immédiatement ici. Parce que les 10 ans qu'il a passé là-bas, il n'a plus un passeport valide. Il n'a plus de visa. Donc, en réalité, il peut immédiatement venir ici. S'il veut rester, il va à l'ambassade pour arranger les papiers, rester avec la famille et venir. Donc, il ne peut pas être traité pour la deuxième affaire qui a comme peine 5 ans. J'ai un juriste avec moi, Madame Ernestine Yoka. Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs de la libération de Jean-Pierre Bemba? Parce que beaucoup de gens pensaient que bon, ça va se répéter hein, chaque fois qu'il y a procès, tout ça, il est toujours, il retourne toujours en prison. Mais cette fois-ci, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs? Madame, je préfère pour répondre à deux niveaux, au niveau juridique et au niveau politique. Lorsqu'on regarde la chose sous un œil juridique, on se rend compte que effectivement, c'est en Centrafrique que se sont posés les actes. Mais les actes posés en Centrafrique étaient faits en rescousse à un pouvoir qui demandait d'être secouru. Et donc, le sénateur Jean-Pierre Bemba a envoyé ses troupes. Ces troupes qu'il a envoyées devaient être sous la direction de la République centrafricaine. Là où le bas blesse, c'est que le procès... Au procès, on a vu que Jean-Pierre Bemba seul, alors que dans ce procès, ne fût-ce que à titre de toute partie au procès, même des témoins, sinon des garants. On aurait dû voir aussi la République centrafricaine. Comme vous disiez, ou même d'autres généraux centrafricains. On aurait dû aussi voir la République centrafricaine être intéressée, la Cour les appelait, pour être entendue sur la question. Mais pas simplement quelqu'un qui est resté à des milliers de distances et donc qui n'avait pas la même mise sur les actes qui se posaient. Il a été condamné comme autorité morale, on a dit à l'époque, oui. Parce que c'était lui qui gérait Madame, c'est possible. En droit, soit vous êtes un auteur, vous êtes auteur moral, soit par complicité, soit par corréité. Ça, légalement, ça existe. Ce sont des termes. Complicité, vous avez apporté une aide nécessaire, une aide matérielle que pour pouvoir accomplir la corréité, vous avez donné des instructions, à part donner les actes matériels, mais vous avez aussi donné des instructions que pour pouvoir faire avancer. On a démontré que Jean-Pierre Bemba avait demandé à ses militaires de violer, de piller. C'est cela que je vous dis, madame, la faiblesse de ce procès, c'est d'avoir appelé simplement le sénateur Jean-Pierre Bemba sans avoir appelé la partie centrafricaine. Et donc, quand on regarde d'un œil juridique, on s'est dit, il y a quand même une faiblesse à ces procès. 10 ans et donc, à la CPI, ça pouvait être évident. Mais là, la difficulté, 10 ans. La difficulté, lorsqu'on regarde sur le point de vue politique, on se dit, mais bon, c'est vrai, il y a des militaires congolais qui sont allés sur place. Ils ont pillé, on ne sait pas qui a pillé. C'est les Congolais, c'est les Centrafricains. Mais dans ce mouvement de masse, on a pillé, on a violé, on a, je sais pas moi, vandalisé tous les actes possibles qui se commettent en période de guerre. Mais qui va pouvoir réparer ces actes? Ça, c'est même à la fois politique, à la fois juridique. Donc, il se pose un réel problème. Mais en droit aussi, lorsque il y a une difficulté pour prouver quelque chose, la partie qui est prévenue doit pouvoir bénéficier du doute. Et c'est en bénéficiant de ce doute que la Cour ne peut que pouvoir libérer la personne, même si le juge de première instance, a condamné. La population ne comprend pas pourquoi rester. Maintenant, la difficulté, c'est que la Cour dit il y a acquittement. Parce que l'infraction principale, celle des crimes contre l'humanité,
elle a été balayée. Mais cette personne est restée une dizaine d'années en prison. Donc il va falloir penser absolument à réparer et donc à indemniser. Mais un point d'interrogation va rester sur les femmes qui ont été violées, les personnes qui ont été victimes, parce qu'eux aussi, va falloir aussi Vous comprenez la réaction de la République centrafricaine qui disent que... La réaction de la République centrafricaine, je la comprends et à la fois je ne la comprends pas. Parce qu'à mon sens, la République centrafricaine, peut-être que la CPI a ses propres règles, mais je pense qu'elle aurait pu être intéressée à ces procès que pour pouvoir amener les cas des personnes comme lorsqu'il y a viol de femmes, c'est quand même quelque chose de terrible, que de pouvoir amener ces cas pour que ces femmes puissent obtenir réparation. Ben, aujourd'hui, comme la CPI ne pourra plus le faire, puisque l'infraction principale est tombée, mais c'est à la République centrafricaine, je pense, de pouvoir prendre en charge, peut-être par un autre procès plutôt, les personnes qui réellement ont subi des préjudices du fait de cette insécurité ou rébellion. Vous avez suivi Sekina qui a dit que Jean-Pierre Bemba serait dans l'impossibilité de rentrer à Kinshasa parce qu'il a passé 10 ans, donc il n'a plus de passeport, il n'a plus de documents. Vous êtes juriste, comment ça peut se... Jean-Pierre Bemba ne peut pas rentrer chez Non, 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 non. Je pense que là-dessus, il faut vraiment pas qu'on fasse l'amalgame. Hein. Faut pas qu'on fasse l'amalgame. Jean-Pierre Bemba est un citoyen congolais et d'ailleurs, il faut saluer la perspicacité finalement de la Cour de la CPI qui a gardé un citoyen congolais très longtemps en prison et qui le libère. Mais bon, nous savons qu'il va encore falloir attendre que le deuxième procès sur la subordination des témoins puisse être élagué. A-t-il des chances d'être acquitté par rapport à ce procès? À mon humble avis, oui, parce que l'infraction principale a déjà été balayée et donc sur la subordination des témoins, même s'il y a une condamnation qui sera faible, mais il faudra encore déduire, je pense, sur le nombre d'années qu'il a déjà fait. Mais pour l'obtention du passeport, je ne pense pas que c'était un problème. Je crois que vous avez suivi le ministre de la Justice congolaise, Alexis Thambwe Mwamba, s'est prononcé sur la question. Jean-Pierre Bemba est un citoyen libre. Il peut rentrer dans son pays sans tout à fait d'autres obstacles. Mais il y a déjà... il peut obtenir un passeport congolais et pouvoir aussi rentrer à son pays. De votre parti politique, au sein de votre plateforme politique, les réactions commencent déjà à fuser. Nous avons suivi, moi je suis sur le net, quelqu'un qui a réagi, il a dit qu'il y a encore un autre mandat d'arrêt qui attendait Jean-Pierre Bemba, que les gens ne soient pas trop euphoriques, on doit encore l'attendre. Il y a un procès qui l'attend par rapport à ce qui s'est passé en 2006. Est-ce vrai? À ma souvenance, non. À ma souvenance, non, je peux me tromper. Il est possible que je me trompe, mais je pense que je préfère faire confiance au gouvernement de la République, parce que déjà le ministre Alexis Thambwe Mwamba, lorsqu'il s'est prononcé sur la question du retour de Jean-Pierre Bemba, il n'a pas fait état d'un mandat d'arrêt qui attendrait Jean-Pierre Bemba. Question directe. Est-ce que cet acquittement de Jean-Pierre Bemba, Madame Ernestine Nyoka, change-t-il la donne de l'espace politique congolais? Bon, je pense qu'elle change, hein, elle change la donne absolument. Au niveau de l'opposition, nous avons déjà l'UDP s'est mietté, on a des partis qui tendent à s'affirmer. L'UDP s'est mietté, comme je l'ai dit, comme je le disais tout à l'heure, les choses, l'UNC, le MLC qui a lui-même résisté. Je pense que lorsque, je vais dire, un général d'armée, pas un général d'armée, simplement pour exprimer que c'est le président d'un grand parti politique. Lorsqu'il rentre, je crois qu'il va mettre en place l'une ou l'autre stratégie qui est pour aussi pouvoir s'affirmer sur les terrains politiques. Et donc, je pense que dans l'opposition, il y aura vraiment remue-ménage.
Parce qu'il y a aussi chez vous, à la majorité présidentielle, ensemble qui existe. Déjà, on a vu des réactions. Moi, j'ai quelqu'un de la majorité présidentielle. On a vu des réactions déjà de certains cadres de la majorité présidentielle. Je ne sais pas comment se passe là comme chez vous. Est-ce que ce retour vous fait peur? Est-ce que Jean-Pierre Bemba va bouger les lignes aussi au sein de la majorité présidentielle? Question directe. Jean-Pierre Bemba vous fait peur? Non. Ou c'est plus le même Jean-Pierre Bemba de 2006? Non, madame Paulette, ce n'est pas que Jean-Pierre Bemba nous fait peur. Je crois que Jean-Pierre Bemba fait peur à l'opposition. Oh, pas à la majorité présidentielle. Non, pas à la majorité présidentielle. Pas à la majorité présidentielle, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se sont déjà déclarés candidats président de la République. Vous avez Moïse Katumbi, vous avez Félix Tshisekedi, vous avez Martin Fayoulou, vous avez le président Kamere. Bon, peut-être pas encore. Et puis bon, je ne pense pas que Jean-Pierre Bemba ne va pas rester au fond du couloir. Le challengeur, le plus grand challengeur de Kabila en 2006, il ne faut pas l'oublier quand même. Il ne va pas rester au fond du couloir. Je crois que lui aussi va se prononcer. Et donc, de plus en plus, moi je pense que dans l'opposition, déjà aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se mettre ensemble que pour avoir un seul candidat. Vous avez suivi la dernière sortie médiatique de Martin Fayoulou. Il a critiqué ces pairs de l'opposition qui vont chercher le pouvoir à l'extérieur. Ce n'est pas un climat. Il y a aussi Gabriel Mopia qui s'est déjà aussi présenté, qui s'est déjà aussi exprimé. Et donc, il y aura un foisonnement des candidatures et la mise en commun de tous ces efforts, de toutes ces personnalités serait vraiment difficile. Avant, donnez-moi une minute, c'était quand même, revenons à l'histoire, ça nous aide, c'était le plus grand challenger de Kabila en 2006. C'est vrai que selon la Constitution, Kabila ne se représenterait plus. Nous croyons, il a dit qu'il va respecter la Constitution. J'aimerais bien avoir cette précision. Déjà, un dauphin qui se faufile, vraiment la majorité ne peut pas entendre parler de dauphin. Je pense qu'il ne faut même pas parler des dauphins. Mais pourquoi vous ne voulez pas parler des dauphins? Parce que lorsque nous lisons notre Constitution, je crois que nulle part on parle d'un dauphin. Tout n'est pas aussi dans la Constitution, c'est question de... Madame, les grandes lignes sont dans le contrat social qui est la Constitution. Lorsqu'on observe aujourd'hui l'attitude de la majorité présidentielle, parce que moi j'en suis communicatrice, ça vous avez oublié, lorsque vous observez l'attitude de la majorité présidentielle, vous allez vous rendre compte que le souci aujourd'hui, c'est de pouvoir rencontrer la loi électorale. Sur la question du seuil, sur la question du seuil, il y a des partis politiques, des regroupements politiques qui risquent d'être effacés. S'il vous plaît, de la scène politique. Nous allons parler de ça. Lorsque vous regardez l'attitude de la majorité présidentielle, aujourd'hui il y a des regroupements. Nous avons 14 regroupements. Madame, nous allons parler tout à l'heure parce que déjà par rapport à cette loi électorale, vous le savez, hein, les Congolais de l'étranger ne vont pas voter. Nous allons y retourner. Prenons d'abord cette plénière de l'Assemblée nationale où cette loi a été votée. Pas question, ou plus question que les Congolais de l'étranger votent. Les lois Lokondo jugées recevables ce vendredi à l'Assemblée nationale. Il s'agit en effet de deux propositions de loi. La première modifie et complète la loi électorale. La seconde est relative à l'identification et enrôlement des électeurs en RDC. Après moult discussions autour de la question relative à la participation des Congolais résidant à l'étranger aux prochaines élections, l'initiateur de deux propositions de loi a persuadé la plénière quant à sa démarche. Il a ainsi tenté de rencontrer les préoccupations des uns et des autres. Les deux textes de loi jugés recevables ont été envoyés à la commission PAJ pour un examen approfondi. La dite commission a 1 heure pour présenter son rapport, lesquels avaient reçu l'approbation de la plénière. Autre matière à l'ordre du jour, examen et adoption du projet de loi relatif aux finances publiques. Les textes ramenés par Pierre Kangoudia ont été jugés recevables par les élus du peuple. La loi autorisant la ratification par la RDC de la Convention sur la coopération militaire et technique entre le gouvernement de la Fédération de Russie et la RDC était aussi au menu du jour. Les textes de cette loi ont été aussi jugés recevables. Signalons par ailleurs que compte tenu du caractère sensible de la matière sous examen, il n'y a pas eu un débat général.
S'agissant du dossier Kalamba qui devait être remplacé à la Commission électorale nationale indépendante, les députés et membres du groupe parlementaire UDPS et alliés restent divisés sur cette question. La sagesse du speaker de la Chambre basse du Parlement les invite à rechercher le consensus. Deux contraintes bloquent pour le moment l'organisation de l'enrôlement des Congolais de l'étranger, parle le ministre délégué chargé des Congolais de l'étranger. Entre autres, des moyens financiers et de la logistique. Une situation qui exclut carrément l'identification des Congolais de la diaspora. Or, cette activité préélectorale a été insérée dans le chronogramme de la CENI. Interrogé sur ce, Billy Kambal estime que la non-tenue de cette opération violerait le droit légitime de ces Congolais. La loi ou les droits fondamentaux de nos compatriotes doivent être violés, mais je dis que nous devons faire très attention. Voilà pourquoi nous sommes dubitatifs par rapport à cette question. Mais nous disons qu'il faut que ça se passe dans les règles et que les droits des Congolais ne soient pas bafoués. Par contre, l'organisation de l'enrôlement des Congolais de l'étranger chamboulerait le nombre d'enrôlés déjà rendus publics par la CENI, affirme Benoît Yolama, cadre de la MP. Oublier la liste des nombres d'enrôlés sur le plan interne, et qui a eu même la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Donc si on arrive à intégrer les Congolais de l'étranger, ça va perturber tout le programme ou le chronogramme de la CENI. Ces deux acteurs politiques n'ont pas aussi manqué de donner leur point de vue sur le propos de Martin Fayoulou sur le plateau des TV5 Monde sur le profil du candidat président de la République. Malheureusement, il a fait à l'extérieur. Il a estimé qu'on fait l'opposition à l'extérieur. C'est un peu congolais. Et nous pensons que si les critères doivent être donnés, ce n'est pas M. Fayoulou de donner des critères. La loi électorale a déjà établi des critères. Je suis d'accord avec lui parce que ça a toujours été le point de vue de l'UNC. Nous pensons que le candidat qui portera les couleurs de l'opposition doit être un homme compétent, d'une compétence avérée, il doit être expérimenté, mais aussi il faut un minimum de cursus. Vous ne pouvez pas être président d'un pays comme le Congo, vous n'avez pas un bagage intellectuel, vous serez incomplexé face à d'autres chefs d'État. Signalant qu'une proposition de loi annulant l'enrôlement des Congolais à l'étranger est actuellement en étude au gouvernement en vue des observations nécessaires. Nous revenons à la loi électorale, Madame Ernestine, quand nous en parlons tout à l'heure, on a mis de côté les Congolais de l'étranger. Billy Kambal, elle a dit, est-ce qu'on n'a pas violé aussi les droits de ces Congolais? Madame Paulette, vous êtes juriste quand même. Je suis juriste. Ils ont droit. Ils ont droit, chose évidemment, à pouvoir exprimer leur vote sur une question aussi principale que celle de choisir les dirigeants de leur pays. Mais je pense qu'il faut toute raison garder, c'est se demander. Déjà, il y avait des signes coureurs, des signes avant-coureurs que les Congolais de l'étranger risquaient de ne plus être au rendez-vous. Pourquoi? On a ouï dire que c'est la majorité présidentielle qui a mis pression parce qu'on sait, vrai ou faux, que la diaspora est acquise à l'opposition. Vous avez tout fait pour écarter ces gens-là parce que vous savez qu'ils allaient peser contre vous. Madame Paulette, la question ne se pose pas en ce terme. La question est simplement, je dirais, pragmatique, pratique. Lorsque vous regardez comment s'est fait le processus d'enrôlement, le temps que le processus a pris, le temps de pouvoir faire les nettoyages plutôt, excusez-moi, du fichier des choses électorales, et surtout, l'accent particulier doit être mis sur l'audit du fichier électoral. L'audit a été fait. Le calendrier était là, tout était prévu pour l'audit a été fait avec le concours. L'audit a été fait avec le concours de la communauté internationale. Entre autres, madame, je vous dis qu'il y avait des signes avant-coureurs. Et donc, ce ne sont pas des signes avant-coureurs liés à la majorité présidentielle. Puisqu'il fallait auditer, puisqu'il fallait faire le nettoyage du fichier, il fallait auditer le fichier. La communauté internationale déjà a fait le contrôle que pour voir
qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est bon? On a vu l'OIF à l'œuvre, on a vu la SADC à l'œuvre comme observateur, on a vu l'Union européenne aussi comme observateur. Et donc, vous faites un nettoyage du fichier électoral, excusez-moi, vous avez déjà un nombre précis, vous dites que c'est autant de Congolais qui vont aller au vote avec le problème qu'il y a eu. Vous savez que les choses là, l'OIF a dit que les fichiers étaient inclusifs et qu'il était bon, mais qu'il était perfectible. Parce qu'il y avait un problème de 16,1% de Congolais qui n'avaient déjà pas des empreintes. Et donc, c'est déjà un problème qu'il faut pouvoir régler. Maintenant, au-delà des choses, de cet audit, le problème qui se pose aujourd'hui, on ne peut pas parler de moyens financiers comme étant la question cruciale. Mais je crois que la question cruciale reste la question de logistique. Lorsque moi j'entends parler de logistique, il faut savoir par rapport aux différentes ambassades, d'abord il faut pouvoir répertorier, savoir combien de Congolais nous avons, de Congolais ayant gardé la nationalité congolaise, de Congolais en règle. Parce que vous savez que la plupart de nos frères qui sont allés à l'étranger, beaucoup sont partis sous le label de réfugiés politiques. Ça, il faut le savoir. Et ceux qui n'ont pas le label de réfugiés politiques, ont déjà une double nationalité. Et donc, c'est un travail, c'est pour ça que je parle de questions logistiques. C'est un travail de fond qui devait être fait. On devait connaître, pouvoir qui a empêché, savoir que l'argent qui a empêché. Madame, à chaque coin, il y a quand même un vice-ministère chargé des Congolais de l'étranger. Justement, quel était son boulot, quel était son travail. Pendant plus d'une année qu'il est là, je suis en train de vous expliquer. Il s'agit d'une faiblesse. C'est son travail. Simplement, je vous dis qu'il s'agit d'une faiblesse. Parce que la question avait été déjà posée, la loi électorale avait déjà prévu, et donc, il fallait pouvoir faciliter le travail. Savoir les Congolais de l'étranger qui sont restés Congolais, on trouve combien, dans quel pays, qui sont en ordre et qui peuvent voter. En ce moment-là, par rapport aux différentes ambassades, nos consulats, et pouvoir faire... La loi électorale est passée à l'Assemblée nationale. Vous êtes communicatrice de la majorité de présidence. Est-ce que vous pouvez rassurer, regardez cet écran, madame, peut-être lors des prochaines élections, ce ne sera pas à chaque fois les mêmes raisons. Est-ce que pendant les prochaines élections qui aura lieu dans ce pays, est-ce que ces Congolais-là qui sont restés Congolais peuvent voter? Parce que nous avons tout un ministère, tout un vice-ministère chargé des Congolais de l'étranger. Chaque fois, promettez-le, mais peut-être que dans 5 ans, ils vont voter. Vous ne pouvez pas les écarter, parce qu'ils apportent quand même leur apport dans l'économie de ce pays. Quand même, parlez à ces Congolais-là, rassurez-les, ils se sentent peut-être négligés. Madame Paulette, il n'y a pas eu, on ne parlera pas de négligence, mais je dis qu'il y a tout un ministère, et donc le gouvernement sait comment il faut s'occuper de ces Congolais de l'étranger. Et donc, c'est au ministre de Congolais de l'étranger qui devait pouvoir suivre ces dossiers-là avec une certaine dextérité. Mais il a échoué, il n'a pas démissionné. Comment vous êtes de la majorité, quand quelqu'un échoue, vous le laissez comme ça. C'est ça aussi le mal de la majorité. Madame Paulette, ça, s'il vous plaît, je suis désolé. Je risque de vous dire que moi aussi je suis désolé, parce que dans le gouvernement, il n'y a pas que la majorité présidentielle. C'est un gouvernement d'union nationale. Mais maintenant, vous avez parlé tout à l'heure. C'est un gouvernement d'union nationale. Aujourd'hui, la main tendue du chef de l'État, vient d'intervenir il y a à peine une semaine, on dira. Mais pendant tout ce temps, le gouvernement était géré par une frange de majorité et par une frange de l'opposition. Chacun portait sa chapelle, mais en préservant l'intérêt des Congolais. Ils sont là, ils ne sont pas opposants, hein, je suis désolé. Chacun portait sa chapelle, mais en protégeant l'intérêt du peuple congolais. Donc, il y a toujours, ne vous en faites pas, il y a toujours un label. Regardez, lorsque vous dites que quand ils sont là, ils sont plus opposants, mais il y a eu un problème au sein du... Non, mais il y a eu un problème au sein du gouvernement. L'UNC a posé les problèmes de dire qu'il voulait se retirer du gouvernement parce que pour l'UNC plutôt, il y avait des problèmes par rapport à la question électorale. L'UNC n'était pas sûr que nous allions aux élections le 23 décembre 2018. L'UNC a dit qu'il s'est retiré des choses du gouvernement. Mais vous savez comment les choses se sont passées?
L'UNC s'est retiré, mais le candidat UNC est resté. Le candidat UNC a fait son parti, il a créé son parti qui du reste de l'opposition et est resté au gouvernement. Cet incident ne démontre pas à suffisance que ceux qui sont de l'opposition, qui sont venus au gouvernement, gardent quand même leur casquette. D'opposants. D'opposants. Finances publiques, nous avons suivi cette loi passée par Kangoudia exactement par rapport à la convention militaire avec la Russie. Est-ce que ça fait quand même un peu peur à une certaine frange des Congolais qui se dit mais pourquoi cette... Comment je peux dire, cette proximité maintenant avec la Russie, surtout sur le plan militaire, quand on sait déjà entre eux occidentaux, comment les liens entre la Russie et d'autres pays occidentaux, pourquoi nous nous rapprochons aujourd'hui des Russes? Madame, nous avons aussi des textes qui ont été ratifiés, des coopérations militaires avec la Belgique. Nous l'avons, ça existe jusqu'aujourd'hui. Nous en avons aussi avec la France, ça existe jusqu'aujourd'hui. Et les textes avec la Russie, ils n'ont pas été un peu... Les textes avec la Russie, avec les problèmes que nous avons avec la Belgique, lorsqu'on passe à la ratification, ça veut dire que ce texte a été traité depuis un certain temps. Et maintenant, le dossier est arrivé à maturation et on l'envoie au niveau de l'Assemblée. On sait déjà que l'Assemblée ne s'occupe pas des droits de l'homme. Au niveau de l'Assemblée. Vous voulez des pays qui ne s'occupent pas des droits de l'homme, comme la Russie, la Chine et les autres, ils se disent que... Les États-Unis s'occupent des droits de l'homme. La France, la Belgique. Ou bien la France s'occupe des droits de l'homme. Vous n'y croyez pas? Ah non. Chaque pays a ses problèmes, je n'y crois pas. Je n'y crois pas et je peux suffisamment les démontrer. Le 1er mai en France de cette année, vous avez vu que le défilé n'a pas tellement eu lieu de la façon dont ça se fait ordinairement. Comment les travailleurs français se sont révoltés que sur un certain nombre de problèmes sur le code du travail. Comment il y a eu des manifestations et comment ces manifestations, curieusement, lorsque nous on jette l'eau chaude, on jette le gaz lacrymogène, vous dites c'est contre les droits de l'homme. Pourtant, ça a été utilisé en France. Nous avons des images qui sont passées sur tous les réseaux sociaux. On a vu comment est-ce qu'on était en train de tirer certains Français par la bille et de taper avec la matraque. Autre chose aussi, vous pouvez regarder la question des indépendantistes au niveau de l'Espagne. Vous avez vu comment les choses se sont passées lorsqu'ils ont voulu avoir leur indépendance, qu'ils s'est retiré du royaume. Comment la question a été traitée et comment officiellement vous avez réagi, la République démocratique du Congo a réagi face à ces violations de droits de personne. Ne vous interdit de réagir parce que eux, quand vous faites ça, la France parle, la Belgique, France, quelqu'un vous a interdit de parler par rapport à ça? Est-ce que le gouvernement a réagi officiellement par rapport à ça? On vous empêche de parler? Non, on ne nous empêche pas de parler. Pourquoi mais lorsqu'il faut réagir, quand nous trouvons que la question vaut son pesant d'or, nous réagissons. Par quelle voie? Parce qu'on n'entend pas votre voix. Hein. Nous avons un ministère. Nous avons un ministère. Vous passez par les voies diplomatiques pour réagir. Hein. Oui, par les voies diplomatiques. Et nous avons aussi, à part parler simplement de voies diplomatiques, mais il faut parler en l'occurrence du ministère des Affaires étrangères congolais. Nous allons encore parler de cette coalition entre la majorité présidentielle et l'opposition. Madame l'a dit, ça ne fait qu'une semaine que le chef de l'État a réuni tous ceux qui sont dans l'opposition au sein du gouvernement. Ils forment aujourd'hui une plateforme. On s'est dit, est-ce que c'est vraiment électoral ou aujourd'hui c'est une façon de museler ces opposants dans le gouvernement? Aujourd'hui, ils ont leur autorité morale, c'est le président Joseph Kabila. Sont-ils encore opposants? On va poser la question à Madame Ernestine Nyoka. La réaction entre Macron et Kagame, on l'a dit, ces gens-là parlent de nous sans nous et ils continuent. Vous avez suivi la visite du ministre des Affaires étrangères belge au Congo-Brazzaville. Ils ont encore parlé de la RDC sans nous. Est-ce que la RDC pèse? Madame l'a dit, il y a des voies diplomatiques pour réagir, mais on se pose la question si on nous écoute parce que ces gens-là continuent. J'emploie l'expression de Lambert Mende, de parler de nous sans nous. Non, en fait, c'est une coalition des gens qui ont tous opté de prendre place à bord d'un bateau qui est en train de chavirer. Des gens qui ont bien voulu s'enterrer, se tuer politiquement, en fait. Donc, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Moi, je savais depuis qu'ils ont trahi. Ils ont accepté les dédoublements des partis politiques de l'opposition, les dédoublements du rassemblement, les dédoublements Depuis lors, moi, j'avais compris que non, ils étaient déjà à la majorité présidentielle parce qu'ils étaient en train de rouler pour la majorité présidentielle. Donc, c'est un non-événement.
ça ne rajoute rien à la majorité, ça ne soustrait rien à l'opposition congolaise. Et c'est des gens sans poids politique, tu le sais, ce sont des coquilles vides et ils ne représentent plus rien sur le plan politique en République démocratique du Congo. Et je ne trouve même pas l'importance d'en parler en ce moment. Donc déjà, vous avez parlé d'une candidature unique de l'opposition. C'est pour autant dire qu'il y aura de concessions des part et d'autres. Il y aura de concessions de la part de Félix Tshisekedi, il y en aura aussi de la part de Moïse Katumbi. Donc, il y aura de concessions. Donc, ça sera un candidat, parce que c'est une candidature unique. C'est du français, c'est bien clair. Ça veut dire que non, il y en a qui vont, pour le bien-être des Congolais, pour le bien-être, pour l'unité de l'opposition, qui vont sacrifier, qui vont accepter de taire un peu leurs ambitions et soutenir la candidature unique de l'opposition pour que triomphe à jamais la démocratie. C'est une mise en garde stérile, à mon niveau. C'est une mise en garde stérile. Dans des conditions normales, ces pays-là, que moi je peux appeler petits pays, ne pouvaient même pas avoir l'audace de se mesurer devant la RDC. Mais qui leur donne l'audace? Il y a un principe qui dit il faut savoir se respecter. Le respect bien ordonné commence par soi-même. Vous-même, vous ne vous respectez pas. Comment vous voulez que les voisins puissent vous respecter? Vous n'avez pas respecté la Constitution. Vous n'avez pas respecté tous les accords qu'il y a eu depuis 2015, tous les accords, tout ça. Vous n'avez rien respecté. Et vous voulez que les voisins puissent vous respecter? Non. Mais eux aussi se retrouvent, ces pays-là se retrouvent en danger. Lesquels danger? L'Angola, le Rwanda. Nous partageons des longues frontières avec elles, les deux pays-là. Alors, lorsque nous sommes dans l'instabilité, ça a un impact direct avec leur pays. Vous en avez vu avec les dossiers de Kamwina Sapo. Combien de Congolais qui étaient au Kasaï ont traversé vers l'Angola? Et ça pesait lourd sur les épaules de l'Angola. Alors, comment vous voulez que si aujourd'hui la RDC est en instabilité, comment est-ce que les Rwandais et l'Angola seront en stabilité? Non, ils seront bougés. C'est pourquoi ils voient que comme nous-mêmes nous n'arrivons pas à respecter nos principes et nos accords propres à nous, ils sont en train de s'interposer pour que cela soit respecté. Alors, vous voulez qu'ils puissent vous associer. Ils vont vous associer quoi? Ce que vous avez fait à l'interne, vous n'avez pas pu respecter. C'est seulement si on vous associe que ce sera respecté. Non. Ce que Mende est en train de dire là, c'est un aveu d'échec. Il le dit. Comme ça, c'est pour une consommation interne. Mais pour la consommation internationale, ils savent ce qui est en train de se passer. Et notamment maintenant, on est en train de voir le ministre de la coopération régionale qui est en train de faire maintenant des tours pour pouvoir bander ce que Mende a dit, pour pouvoir dire à l'interne. Alors nous demandons ça, que c'est notre pays. Nous voulons que nous puissions être respectés dans les concerts des grands. Alors notre pays, nous devons faire respecter notre pays pour que les voisins sachent ce que nous sommes. Et pourquoi on vous a dit, restez, après moi ça sera les délices. Voilà les délices que nous sommes en train de voir, monsieur le journaliste. Madame Ernestine, vous avez suivi ce Congolais qui était un peu fâché. Est-ce qu'a-t-il un peu raison? Parce qu'il faut toujours écouter tous les sons des cloches. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne nous respecte pas, les voisins ne nous respectent pas, les voisins parlent de nous sans nous, parce que nous-mêmes, nous ne parvenons pas à nous respecter, à respecter nos textes, à respecter nos accords, et à respecter les droits de l'homme et tout ça. Est-ce que c'est vraiment ça la raison? Madame, la raison ne se trouve pas là. L'Angola, tout comme le Rwanda, ont des intérêts principaux qu'ils sont allés négocier avec la France. Et par rapport à ces intérêts, on cherche une voie d'entrée qui pour pouvoir s'exprimer. Parce que, n'oubliez pas, nous avons des organisations sous-régionales. On a l'Union africaine. Où nous nous retrouvons. Nous avons la CRCGL où nous nous retrouvons. Nous avons la SADC où nous nous retrouvons. Nous avons la CAC où nous nous retrouvons. Et tant bien d'autres. Et donc, la question n'était pas là. Le Rwanda, je pense que vous avez vu la lutte aujourd'hui du Rwanda. Le Rwanda veut se retrouver au sommet de la francophonie. Pour gérer la francophonie. Pourquoi nous faisons rien? Pour gérer la francophonie. Pourquoi nous ne faisons rien? Pour gérer la francophonie. Je vous en prie, madame, deuxième pays francophone du monde. Comment nous ne présentons pas par la France? Comment nous ne présentons pas? Nous savons que le Rwanda c'était déjà déclaré aujourd'hui un pays anglophone. Je vous pose la question, madame. C'est par rapport à ses intérêts. S'il vous plaît, madame.
Vous êtes l'intelligence de mon pays. Le réseau de l'Angola aussi a un dossier avec une centaine ou des milliers, des milliards de choses, des zéros qu'ils doivent à la France, dont ils n'ont pas encore fini d'élaguer les dettes. Madame, vous êtes un juriste reconnu. Par rapport à ça, permettez-moi de vous poser la question. Vous avez mis l'accent sur quelque chose. Moi, j'aimerais bien voir votre précision. Vous avez mis l'accent que le Rwanda veut répandre la francophonie. Nous sommes classifiés deuxième pays francophone du monde. Vous êtes là. Est-ce qu'on ne peut pas présenter Mme Enessi Nyoka comme secrétaire d'État à la francophonie? Pourquoi prendre Mishikiwabo? Qu'est-ce que Mishikiwabo a de plus que vous? C'est ce que les Congolais ne comprennent pas. Deuxième pays francophone au monde, et nous sommes là, nous laissons passer. Pour nous, la francophonie, ça ne pèse pas. Mais quand vous-même, vous intéressez pas à ça, quand un autre pays veut prendre la tête, vous vous plaignez. C'est ça le paradoxe. Je suis en train de vous donner... C'est ça le paradoxe. Ce n'est pas le paradoxe, ne faisons pas l'amalgame. Je suis en train de donner les raisons pour lesquelles le président Kagame est allé s'exprimer en France, et le président Lorenzo est allé s'exprimer en France. C'est des gens qui ont leurs agendas et qui viennent s'exprimer. Écoutez, madame, quand vous faites un tour dans l'histoire, vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, nous avons dans certaines de nos provinces, principalement dans la province du Congo central, il y a même ici à Kinshasa, des populations angolaises, lorsqu'il y avait le conflit Unité Impela, qui sont venus dans ces pays, qui ont fui en cascade de leur pays, mais dont les situations n'ont jamais été réglées, qui sont toujours dans ces pays et qui n'ont jamais pu rentrer qui ne règlent pas. Nous sommes faibles du côté administratif. Il n'y a pas de faiblesse, il faut d'abord suivre. Un peuple, par rapport à la charte de l'Union africaine, même je crois celle des Nations Unies, le droit d'aller et définir des peuples, c'est un droit qui est garanti. Comment nous menace? Comment nous nous chasse? C'est un droit qui est garanti. Mais comment on nous traite ainsi ailleurs, madame? C'est un droit qui est garanti. Le Rwanda lui-même, lorsqu'ils ont eu des problèmes avec l'affaire du génocide, dont le président Kagame aime bien s'est targué, aujourd'hui, nous avons une panoplie des FDLR chez nous. Le Rwanda ne sait pas régler les problèmes. Alors que l'accord du 23 février 2013 ou 2012 avait réglé la question, ils sont venus ici, mais ils n'ont jamais pu prendre tous les citoyens rwandais que pour pouvoir entrer chez eux. Certains ont voulu simplement s'installer aussi chez nous, mais ça nous pose comme problème. Vous ne pouvez pas interdire à un voisin qui est en difficulté que de pouvoir traverser la frontière. La réciprocité, on nous traite mal ailleurs. Pourquoi vous ne devez traiter les autres bien? Donc, je suis désolé, madame. La question de la RDC n'était pas une question à aller poser de la façon dont ça s'est fait. On ne s'est passé une conférence, c'est un sommet, c'est de quoi? C'est une simple invitation qu'eux ont reçue du président français. On ne peut pas parler de la RDC sans la RDC. Là, il y a un problème crucial, il y a un principe crucial qui a été violé, celui de l'ingérence. Nous avons ces organisations sous-régionales et à nous de pouvoir nous retrouver ici. Ce que je pourrais vous dire aussi, madame, c'est que nous avons vu l'ambassade angolaise nous envoyer une note pour nous expliquer pourquoi les choses se sont passées de cette façon. Ils se sont expliqués et confondus en excuses au motif que ce n'était que des conseils. Ils étaient simplement en train d'expliquer, mais qu'ils n'avaient pas, qu'ils n'ont pas une intention particulière que pour pouvoir venir jeter un coup d'œil en RDC. Et donc, voilà un peu comment les choses se passent par rapport à des hommes politiques que nous pensons être des hommes politiques les plus responsables, même enfin. Et puis le président Emmanuel Macron, depuis qu'il est venu au pouvoir, vous le savez, il va au Sénégal, il fait des déclarations qui énervent. Il va aux choses en Algérie, il fait des déclarations qui énervent. Dans les pays francophones, où je ne sais pas récupérer tous les nombres, il fait des déclarations qui énervent. Il fait des déclarations même racistes qui énervent. Et donc, ce n'est pas le point de vue du président Emmanuel Macron, parce qu'on lui a posé le problème de la RDC et qu'il ne veut pas aller aux élections, alors que nous sommes dans un processus vers les élections. Même la loi électorale qui est aujourd'hui en examen sur la question des Congolais de l'étranger, c'est parce que nous voulons que le 23 décembre, que cette date-là soit respectée. Alors, on ne peut pas faire une pression, défoncer une porte ouverte.
Hein? On ne peut pas parler de la RDC sans la RDC. On en parle déjà avec nous-mêmes. Coalition MP-opposition, où vous avez suivi ces gens, ce monsieur, excusez-moi, le nom m'échappe, il a dit que ces gens, en fait, ces opposants qui sont dans le gouvernement, se sont tués politiquement. Après tout, il dit, ils sont sans poids politique, donc on comprend, ils ne pèsent pas, selon lui. Pour vous, est-ce que Kabila a gagné son jackpot, tué politiquement ses adversaires? Madame, il ne s'agit pas de dire qu'on a tué l'opposition. Il s'agit d'une plateforme électorale. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes de regroupements politiques qui sont formées. Je vais vous donner un exemple. Le PALU et Ali, ils sont dans une plateforme dont le nom m'échappe, avec le parti d'Elvis Moutiri. Elvis Moutiri, qui était de l'opposition, je pense que ces partis-là, si je ne me trompe pas, doivent s'appeler ADER, quelque chose comme ça. Ils sont de l'opposition, pourtant ils ont fait la plateforme avec le PALU. C'est pour les besoins de la cause. C'est pas une façon de chantage pour ne pas leur arracher le beefsteak, pour dire bon, si vous voulez rester au gouvernement, alliez-vous à moi, sinon vous êtes dehors. Les gens se posent la question, explicitez, vous êtes de la explicité. Pourquoi seulement prendre ces gens qui sont dans le gouvernement? Peut-être que vous n'avez pas eu un contact. Vous n'avez pas encore eu un contact réel avec son excellence, j'ai cité le président Joseph Kabila Kabange. C'est un homme très courtois. Même lorsqu'il parle aux gens, c'est pas un langage de dictat. C'est des hommes politiques. Ils ont fait les retraites, ils ont fait un certain nombre d'analyses, ils ont passé en revue la question des élections. Et par rapport à cette question des élections, l'idée a germé que de faire cette plateforme. Attendez peut-être de voir qui est réellement dans cette plateforme et qui n'y a pas souscrit. En ce moment-là, vous direz que non, bon, on va aller chercher la petite bête noire quelque part. Mais je pense que c'est en toute liberté que les gens font des regroupements politiques. Est-ce que ces gens qui sont là, Madame Ernestine Nyoka, sont-ils encore opposants? Parce qu'on se pose la question, ont-ils encore cette casquette d'opposants? Ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui? Généralement, c'est tarqué aujourd'hui de dire que nous généralement, on va dire ceci. D'abord, pour commencer, ce n'est pas une nouveauté, la RDC. Je peux vous rappeler, je crois que c'est le gouvernement Chirac, hein, en France. Avec Jospin. Il y a eu une chose, ils ont fait une cohabitation. Lors des élections, la présidence est partie au niveau des choses de la droite et la gauche et la droite a pris le gouvernement parce qu'ils ont eu, je crois, la majorité au niveau de leur chose, de leur Assemblée nationale, de leur Parlement, on va dire. Et donc, par rapport à ça, le gouvernement qui doit être formé, c'est un gouvernement de coalition. Et donc, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui, par rapport au président de la République, qui devaient être dans l'opposition, ne le sont pas parce que ils ont la majorité parlementaire et on fait un gouvernement en mettant et la droite et la gauche, qui est un gouvernement de coalition. Donc, c'est tout à fait quelque chose de naturel qu'entre les hommes politiques qui ont l'ambition de voir leur pays aller de l'avant. On peut faire un gouvernement de coalition. C'est ça l'ambition des hommes politiques congolais, voir le pays aller de l'avant. Vous en êtes sûr? La question électorale du Congolais, la question électorale nous a amené à faire le dialogue. C'est autour de la question du dialogue, avec l'accord de la Saint-Sylvestre, qui a eu le gouvernement actuel. Celui d'Union nationale, on va l'appeler ainsi, ou celui de Salut public. Donc c'est une question électorale. Nous prenons autre chose, c'est la déclaration de Martin Fayulu. Ça fait grand bruit, vous le savez, hein, il est passé dans une chaîne étrangère, sur TV5 pour être plus précis, pour parler un peu du profil du futur candidat à la présidence. Et nous allons parler de la conférence de presse de la majorité présidentielle. Respect de la Constitution, la majorité présidentielle s'oppose à tout dictat venu de l'extérieur. Défenseur et garant de la souveraineté nationale, le président Kabila n'a pas besoin d'une pression extérieure quelconque pour respecter la volonté du peuple congolais, solennellement exprimée dans la Constitution. La famille politique de chef de l'État dit se préparer aux élections avec comme leader Joseph Kabila. C'est pourquoi la majorité présidentielle saisit cette occasion pour appeler tous ses membres et alliés à se préparer sérieusement en conséquence
et à se tenir prêt à accompagner le président Kabila dans cette phase déterminante de son combat politique pour la démocratie dans notre pays. L'autorité morale de la majorité présidentielle a besoin d'une victoire incontestable à tous les échelons ouverts à la compétition électorale pour exercer un leadership efficace sur la vie politique nationale. La majorité présidentielle s'insurge contre l'attitude d'une frange de l'opposition, laquelle estime que la MP s'attelle à instaurer un climat malsain la veille des élections. C'est l'opposition qui parle d'une transition sans Kabila à mettre en place par tous les moyens, si possible par la violence. Au lieu de se préparer aux élections, comme nous, de la majorité, nous le savons, nous le faisons, eh bien, ils se préparent déjà à contester le résultat des élections et à prendre une posture de rébellion contre l'autorité établie. De la controverse autour de l'enlèvement des banderoles de la Synco par le bourgmestre de la Gombe, André Alain Atundu parle d'un cas malencontreux en passe de trouver une issue favorable pour les deux parties. Les réactions fusent de partout après que Martin Fayulu ait évoqué les critères pour tout Congolais qui souhaite briguer la magistrature suprême. Ce président de l'ECD a entre autres évoqué la maîtrise de la complexité des problèmes du peuple congolais. Il dit s'insurger contre ceux-là qui sont motivés par la popularité et la richesse pour prétendre devenir président de la RDC. Pour le porte-parole du PDC, ces propos de Martin Fayulu ne dérangent en rien son parti. En fait, à mon avis, je pense que ça ne doit même pas appeler polémique, sa réaction. Parce que on ne peut pas prétendre diriger un peuple, résoudre des problèmes, être à la tête d'un pays, prétendre qu'on a de solutions pour différents problèmes des Congolais sans connaître ce problème-là. On doit d'abord connaître ce problème-là avant de prétendre chercher une quelconque solution pour ce problème-là. Je pense que ça n'appelle pas polémique. On doit maîtriser les différents enjeux. On doit en avoir une idée, avoir des pistes de solutions. Donc on ne s'improvise pas dirigeant. S'agissant de l'enrôlement des Congolais de l'étranger, Jean de Dieu Maïché estime qu'il ne faut pas priver aux Congolais ce droit légitime. Quand il veut plutôt priver les Congolais de l'étranger de leurs droits. Parce que pour les Congolais de l'étranger, ça, ce n'est pas une faveur, mais c'est un droit. Ils en ont le droit. Ce n'est pas une faveur qu'on leur donne. Non, ils en ont le droit. Au nom de quoi Nanga et comparses vont priver aux Congolais de l'étranger leurs droits? Moi, je pense que ça, c'est du théâtre. Et je ne pense pas que ça passe. Notons que cet opposant, dont le parti politique est membre de la plateforme Ensemble pour le changement, continue de croire à l'enrôlement de ses compatriotes de l'étranger. J'ai avec moi le secrétaire national du PPRD chargé de la communication. Je mets bien l'accent sur ça, de la communication et des médias. Nous avons tous suivi André Alain Atundu et beaucoup de gens n'ont pas saisi peut-être l'essence de sa phrase que le président Kabila a besoin de toutes ses forces pour encore exercer un leadership en République démocratique du Congo. Question directe. Troisième mandat pour Kabila? Madame, il n'est pas question d'un troisième mandat pour Kabila. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire simplement ceci, que le président Kabila, qui est aujourd'hui le président national du PPRD, nous organiserons un congrès qui sera d'ailleurs, nous serons fixés incessamment. Mais le président Kabila nous a dit, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ces jours, que les élections auront bel et bien lieu et que lui, comme président de la République, va organiser les élections, mais il ne nous a pas dit, il ne nous a pas encore dit. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous fasse dire ce qui n'a pas été dit. Je ne sais pas ce qui s'est dit au niveau de la majorité présidentielle, mais je pense que je suis le président Atundu. La façon dont il parle, c'est dans l'organisation des élections. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il est encore en train de conduire le pays, puisqu'il met l'accent sur ne pas suivre l'opposition. Ne pas suivre l'opposition qui dit
qu'on va passer une transition sans le président Kabila, parce que ça serait utilisé de voie non démocratique, et donc ça sera par la force. Donc ce sera le président Kabila qui boostera la campagne électorale lors... Il va booster la campagne électorale, il prend la tête comme il est déjà, il l'a déjà pris pendant tout ce temps. C'est lui qui chapeaute la majorité présidentielle. Notre plateforme électorale vient encore de se faire. Eh bien, nous avons un candidat qui sera désigné. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas un mois, hein, ça peut faire à peine, je crois, 3 semaines. Au sein de la majorité présidentielle aussi, nous sommes réunis à Kingakati. La question avait été posée. Et donc, d'abord, nous avons fait le toilettage au niveau de la famille politique. Les regroupements qui se sont faits et un texte d'engagement a été pris pour que nous puissions rester unis et soudés, et que nous allons choisir un candidat qui sera candidat président de la République et à la majorité présidentielle, d'être soudés tous pour pouvoir donner la force, l'impulsion à ces candidats-là, les soutenir pour qu'ils soient élus. Que les scènes salles ne me tiennent pas rigueur, nous ne sommes pas encore pendant la campagne présidentielle, mais j'aimerais bien savoir, voilà. J'aimerais bien savoir, madame, votre bilan, est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de vous dire je suis de la majorité présidentielle? On vous disait, quel est votre bilan? Qu'est-ce que vous avez fait pour que vous puissiez encore briguer un autre mandat, pour demander à quoi cette population vote pour vous? Madame, il y a eu beaucoup de réalisations. Lorsque vous regardez, il faut avoir la culture du rétroviseur. Hein? Vous rentrez sous l'époque Mobutu et vous voyez qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui. En ce moment-là, vous réalisez qu'il y a des choses qui existent aujourd'hui qui n'ont pas existé hier. Je vais commencer par la première des choses, c'est la question de la stabilité du salaire, de la fiabilité du fichier, de manière générale, des fonctionnaires de l'État, qui aujourd'hui, on ne peut plus parler des salaires d'une année, 3 ans, 2 ans de retard, mais le salaire est toujours donné à temps fixe et il n'y a pas une seule petit billet qui est dégrainé parce que des gens viennent retirer une quelconque commission. Et donc, madame, il y a une fierté et une dignité qui a été remise aux fonctionnaires. Bien que il y a encore des choses à faire. Mais au départ, il y a cette certitude-là, il y a cette précision-là sur ce qui est salaire. Et lorsqu'on jette un regard vers les infrastructures, même si toute la République n'est pas faite, mais il y a des acteurs, des acteurs importants qui ont été faits de la République. Et lorsque vous regardez, vous laissez la partie infrastructure routière, les infrastructures scolaires, les infrastructures hospitalières, il y en a qui ont été faits, comme avec le projet des 1000 écoles. Et donc, lorsque vous regardez ce que nous appelons la flotte aérienne, aujourd'hui, nous avons pu relever la tête. On a Congo Airways qui existe. Et on a différents trains qui existent. Trains de ville qui existent. Et on a aussi différents bateaux qui existaient déjà, que l'on a pu réhabiliter, donner une autre image que la forme qu'elles avaient avant, et donc les Congolais peuvent aller d'un coin à un autre. Voilà. Il y a beaucoup à dire. On ne s'improvise pas quand et donc, le bilan, notre bilan est positif, c'est vrai. Notre bilan moyennement positif ou positif. Oui, moyennement positif, nous pouvons nous défendre et encore pouvoir chercher à conserver le pouvoir au sein de la majorité. Pour faire mieux, espérons. On ne s'improvise pas candidat, Martin Fayulu l'a dit. C'est vrai que cette histoire de Dauphin, vous ne voulez pas en parler, vous tenez à nous faire la surprise, nous attendons. Mais est-ce que pour vous, votre candidat, sera-t-il celui qui va maîtriser la complexité de la situation congolaise? Serait-il celui qui ne s'enrichirait peut-être pas au dos des Congolais et tout ça? Et aura-t-il petite forme de, je peux dire, de cursus, on l'a dit, hein, on saura qu'il a quand même fait un tout petit peu d'études parce que quand même, on ne veut pas, comme on l'a dit tout à l'heure, que notre président soit complexé par rapport à d'autres présidents qui ont fait des études extraordinaires. Alors pour vous, Madame Ernestine Nyoka, je sais que vous êtes juriste donc bien formée, est-ce que les études ont leur place comme quand on veut être candidat à la présidentielle, ou c'est simplement le charisme, la richesse, la façon de booster la masse et tout ça? Pour vous, c'est quoi? Quels sont les critères vraiment pour être un bon candidat aujourd'hui?
Madame, je crois qu'il ne faut pas d'abord qu'on s'écarte de notre constitution. J'apprécie que Martin Fayulu s'exprime sur la question, mais la Constitution a réglé la question. Qu'est-ce que la Constitution dit? Les conditions pour être président de la République. Et donc, lorsqu'on veut modifier, ça veut dire qu'il faut jeter un regard vers la Constitution. La Constitution ne parle pas des études, elle parle de la nationalité, elle parle de l'âge. Les études. On doit essayer de modifier ces études. Madame, vous avez fait des études, vous êtes licenciée, vous êtes... Comment aujourd'hui on peut dénigrer les études? Il faut me laisser venir. Je n'ai pas refusé. Je ne peux pas dénigrer les études. Moi, je suis un pur produit de l'université de Kinshasa. Exactement. Et donc, je ne peux pas dénigrer les études. Comment on ne peut pas mettre les études? Je ne peux pas dénigrer les études. Comment on a élagué ça? Je suis en train de vous montrer qu'aujourd'hui, lorsque nous allons parler de la Constitution, parce qu'il va falloir qu'on parle de la Constitution, il faut pouvoir la modifier. Ce n'est pas aller dans la loi électorale, c'est d'abord dans la Constitution. Parce que la loi électorale doit être conforme à la Constitution que pour qu'elle soit promulguée. Et donc, c'est bien ce que Martin Fayulu propose, mais il va falloir revenir au pays, initier. Comment est-ce que nous pouvons modifier alors la Constitution? Contester. Nous n'allons pas mettre une condition qui n'est pas prévue dans la loi. Il faut que la condition soit mise dans la loi. C'est vrai qu'il serait dommage de voir certaines personnes, parce que simplement ils ont des millions, certaines personnes, parce que simplement il y a eu un parent qui a eu un background politique et qui, à cause de cela, que ce dernier puisse demain devenir président de la République. La RDC mérite mieux. C'est bien vrai. La question du background est importante. Mais seulement, Madame Paulette, cette population ne comprend pas, Madame. Des fois, on a le background, mais on n'est pas politique. Donc, il faut une personne, non seulement qui a le background, qui a fait de bonnes études, qui a un bon bagage intellectuel, mais les technocrates là doivent être doublés des stratèges politiques. Ouais. Sinon, alors, on ne vient pas gérer le pays simplement avec des grands principes d'université et le feeling politique, on l'a pas avec soi. Ça, ce serait bien dommage. Les deux doivent aller de pair. Les deux doivent aller de pair. En tout cas, il faut vraiment le faire. Nous devons rentrer vers cette constitution. En tout cas, c'est la question. Et lorsque nous allons parler de la révision constitutionnelle, l'on dira encore, voilà, Kabila cherche les glissements, mais là, c'est la constitution sur laquelle il va établir que pour pouvoir... On reverra ça peut-être après les élections, parce que selon l'accord, pas de référendum. On verra ça peut-être après les élections de 2018. Et donc, Fayulu n'a pas raison de pouvoir demander les aménagements de la loi à cette période. Il est libre peut-être de s'exprimer. De s'exprimer, il est libre, parce que la réflexion, c'est ça que nous devons, la culture que nous devons avoir en RDC. La réflexion, nous devons l'encourager. On doit encourager une personne qui s'exprime. On doit encourager une personne qui dit qu'on peut faire ceci à la Constitution. On peut faire ceci à la loi électorale. Il faut encourager. Mais par contre, nous en RDC, nous flagellons les personnes qui veulent réfléchir et qui réfléchissent tout haut. Alors que la même constitution, oui, vous donne le droit de s'exprimer. Comme Mirindi, il peut s'exprimer. C'est son droit le plus élémentaire. Et en plus, lorsque l'on n'a pas fait des études de droit, il y a des questions qu'on ne comprend pas. La question que Mirindi pose, ce n'est pas une question fantaisiste, ce n'est pas simplement parce que l'on pense que nous voudrions avoir un troisième mandat, parce que c'est un camarade du parti qui a posé le problème et dont la question n'a pas son pesant. Donc, on peut réunir les constitutionnalistes du pays, discuter sur la question, vous verrez les réactions. Au moins, Nkurunziza nous a dit qu'il ne se représentera pas en 2020. Ça nous donne quand même un petit ouf de soulagement. Nous allons aller à Sainte-Thérèse, où le meeting de l'ensemble a eu lieu, et nous allons entendre aussi la déclaration de la CAGE. Nous, membres des organisations de la société civile et des mouvements citoyens, signataires de la présente déclaration, engagés dans la lutte pour la sauvegarde de la démocratie par l'alternance démocratique et l'avènement de l'état de droit en République démocratique du Congo. Nous disons non à un troisième mandat pour le président Joseph Kabila, non à la modification de la Constitution, oui
à la tenue d'élections crédibles, transparentes, honnêtes et inclusives conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Oui à l'ouverture de l'espace des libertés publiques et la libération des prisonniers politiques. Nous condamnons fermement ces velléités délibérément provocatrices qui sont de nature à exacerber la crise politique actuelle déjà extrêmement tendue et à compromettre dangereusement la démocratie et la paix en RDC. Nous constatons en effet que le processus électoral actuel, du reste très contesté, peine à rassurer le peuple congolais et les différentes parties prenantes. C'est plus que clair que l'accord de la Saint-Sylvestre, signé par les composantes politiques et sociales, sous la facilitation de l'Église catholique le 31 décembre 2016, a été détourné délibérément par les pouvoirs en place pour gagner du temps au lieu d'être appliqué de bonne foi. Devant une foule immense, essentiellement composée de militants, membres des partis, mouvements et associations katumbistes, l'ancien président interfédéral du PPRD Katanga a salué la présence massive des Kinois en Dili Sainte-Thérèse. Dans son speech via une vidéoconférence, le candidat déclaré à la prochaine présidentielle en RDC s'est totalement inscrit en faux contre le troisième mandat de Joseph Kabila, qu'il qualifie de troisième faux penalty. En outre, Moïse Katumbi, qui rejette la machine à voter, promet de regagner le pays dans les jours à venir afin de mettre un terme aux souffrances des Congolais. Saluant au passage l'acquittement de l'ancien vice-président congolais par la Cour pénale internationale qui l'avait condamné à 18 ans de prison pour crime de guerre, l'ex-gouverneur de l'ex-Katanga explique que tous les leaders de l'opposition, dont Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, sont déterminés et militent pour l'unité de l'opposition afin d'aboutir à une alternance pacifique au sommet de l'État. Pour terminer, Moïse Katumbi a qualifié de médiocre le budget du gouvernement congolais tout en promettant des solutions palliatives une fois élu président. Était présent lors de ce rassemblement populaire Antoine Gabriel Kyungwakumanza, Dela Idi Moïse Moni, Vano Kiboko, Pierre Lumbi, José Ndundo ainsi que d'autres leaders de la plateforme de Moïse Katumbi. Le tout dernier chapitre, madame, nous revenons un peu par rapport permettez-moi, le nom m'échappe. Le bourgmestre de la commune de la Gombe avait-il le droit d'aller enlever ces pancartes qui étaient dans l'enceinte de la Senko? Est-ce que c'est légal, ce qu'il a fait? Parce que vous êtes juriste. Moi, je pose toujours la question de la légalité. Avait-il le droit d'entrer dans une concession privée et d'arracher les pancartes? Bon, ça va dépendre des... Normalement, on ne peut pas entrer chez autrui si on n'y a pas été invité, il est vrai. Mais un pouvoir public peut avoir une réquisition qui peut lui donner l'autorisation que de pouvoir enlever ce qui trouble l'ordre public. Les écrits qui étaient là troublaient l'ordre public, selon vous, parce qu'ils disaient simplement non au troisième mandat. Tout le monde le dit. Le peuple congolais a droit de s'exprimer, madame, vous l'avez dit. Est-ce que dire non à un troisième mandat de Kabila trouble-t-il l'ordre public? Nous, on ne comprend pas. Est-ce qu'il était simplement écrit non au troisième mandat du président Kabila? Il s'est fait plusieurs banderoles là. Il n'y avait pas que ça. Donc pour vous, c'est là troubler l'ordre public? Ce n'est pas parce que... Non, non, non. Ils avaient mis plusieurs banderoles sur la question de la Constitution. Alors qu'il n'y a pas un projet sur le référendum, il n'y a pas un projet sur la révision constitutionnelle. On a l'impression aujourd'hui que la Senko, avec les CLC, s'érige vraiment en semeur de troubles à une période où nous n'avons pas besoin de la tension.
J'ai beaucoup apprécié Madame Zerigouli, voilà, de la MONUSCO. De la MONUSCO. J'ai beaucoup apprécié lorsqu'on lui a posé la question, elle a fait une conférence de presse dernièrement, sur la question du 3e mandat du président Kabila. Il a dit, écoutez, je ne peux pas me prononcer sur une question des hypothèses. Le président Kabila ne me l'a pas dit. Je ne l'ai pas entendu le dire. Alors, je n'aimerais pas ici, moi de nature, je n'aime pas discuter sur des questions où les gens font des supputations. Elle a coupé court. Voilà une autorité responsable qui ne prend pas les désirs cachés de certains que pour pouvoir les exploiter et mettre le feu aux poudres. Je pense que toute raison gardée, le centre interdiocésain, ce n'est pas un lieu de culte, ce n'est pas un lieu sacré, ce n'est qu'un bureau. Je pense aussi qu'un chacun doit pouvoir se mettre à sa place, qu'au lieu de pouvoir chercher chaque fois à attiser le feu. À attiser le feu. Donc, c'est une attitude vraiment qu'il faille meeting ensemble. bannir. Nous avons vu, notre confrère Jeff Caleb nous a dit c'était des milliers de Kinois qui ont répondu présents à ce meeting, mais d'autres sons de cloche nous disent que c'était presque un fiasco, permettez l'expression, mais c'est à voir aussi avec les chiffres. Nous allons essayer de faire un peu, dommage si en RDC on n'a pas cette capacité d'avoir les 2 sons de cloche de la police, des organisateurs pour essayer d'en savoir un peu plus. Nous nous fions qu'à ce que nous disent les confrères. Admettons que c'était une messe très réussie, comme le dit Jeff Caleb. Donc pour vous, la liberté de se réunir est aujourd'hui encore acquise, parce qu'André Kimbuta a levé cette mesure. Madame, moi je on pense attend que maintenant le meeting du PPRD de la majorité. Ils ont fait un fiasco ou pas, ils ont rempli ou pas. Je préfère balayer la question. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, il faut simplement se rendre compte que le droit de manifester, le droit à s'exprimer, tel que la Constitution, le pouvoir, c'est un droit qui est garanti et c'est un droit qui s'exerce, et le premier citoyen de la ville de Kinshasa a donné cette autorisation. Pour du reste, il faut savoir qu'ensemble, c'est un nouveau concept. Je dirais un nouveau concept simplement pour dire que c'est une nouvelle plateforme. Parce que le mot ensemble existait déjà depuis longtemps. Nous, au niveau du PPRD, les élections, je crois, de 2011, nous avons eu des structures à l'intérieur du parti qui parlaient déjà d'ensemble. Et on comprend que Moïse Katumbi vient du PPRD, et donc il n'a pas encore une richesse absolue de termes dans sa tête. Il puise encore dans ce qu'il a eu à apprendre au PPRD. Et donc, pour nous, remplissage ou pas remplissage, nous pensons que ce sont de nouveaux acteurs politiques. C'est une nouvelle plateforme. Bon, qu'ils se débrouillent sur l'État. Vous êtes quand même de la com, j'aimerais quand même vous poser cette question, parce que c'est une internaute qui m'a dit de le poser. Est-ce qu'il y aura des dames, des grandes têtes au sein de la majorité présidentielle, des dames qui postuleront comme candidat président de la République? C'est une internaute qui m'a dit de vous poser, parce qu'on a dit que les femmes congolaises ont peur de la politique, les femmes congolaises ont peur de l'engagement, surtout au plus haut degré. Est-ce qu'il y aura des femmes qui brigueront ce poste au sein de la majorité présidentielle? D'abord, j'aimerais m'inscrire en faux. Les femmes congolaises n'ont pas peur de briguer les mandats, même le mandat présidentiel. Je crois qu'on a eu dans le temps, certaines femmes se sont présentées comme telles. Mais nous, au niveau de la majorité présidentielle et au niveau du PPRD, chaque parti a sa discipline. Chaque plateforme a sa discipline. Et donc, il faut tranquilliser l'internaute. Si le choix tombe sur un homme, eh bien, nous le soutenons. Si le choix tombe sur une dame, eh bien, nous la soutiendrons. Je crois qu'il faut prendre son mal en patience, nous laisser libres de nos mouvements au sein de nos familles politiques, au sein de notre parti politique, que pour pouvoir suivre la discipline du parti. Mais les femmes n'ont pas peur. Lorsque vous regardez la configuration du Parlement, de l'Assemblée nationale en 2006, vous regardez la constitution de l'Assemblée nationale issu des élections de 2011, vous allez remarquer que le nombre de femmes va croissant. Ok. Vous dites à vos téléspectateurs, à vos militants et à ceux qui vous suivent
je vous prends au mot de vous laisser tranquille, de prendre leur mal à patience, mais vous faites cette politique pas pour vous, sinon on dirait que vous faites la politique du ventre, comme le disent les Congolais, mais vous faites cette politique pour ce peuple-là. Mais ce peuple-là est impatient aussi. Ce peuple-là a tellement souffert. Ce peuple-là a besoin de tranquillité. Ce peuple-là veut la paix, veut manger, veut étudier, veut avoir une vie quand même assez décente. Alors vous nous dites, est-ce que vous faites cette politique pour vous ou pour eux, pour cette population? Madame Ernestine Nyoka. Pourquoi vous vous ne voulez pas répondre aux aspirations, aux questions de ce peuple-là qui passe par moi pour vous poser cette question? Madame Pierrette. Paulette, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai une amie qui porte le nom Pierrette. Alors je fais un peu une petite confusion. Lorsque vous rentrez dans la Constitution, l'article 5, il vous dit comment le peuple exerce son pouvoir par voie électorale. Et on vous dit quelle est la chose, la place du peuple lui-même au sein de l'organisation politique. Donc le pouvoir lui appartient. C'est lui le souverain primaire. Exactement. Et donc c'est le souverain primaire qui nous donne l'opportunité d'exercer le pouvoir en son nom. Et donc nous ne pouvons pas avoir pris le pouvoir chez le souverain primaire et ne pas faire un programme que pour ce souverain primaire. Mais il est évident que la RDC est un pays qui a beaucoup de défis qu'il faut relever. Un pays ne se construit jamais en un jour. Un pays se construit au fur des années, et au fur des années, il y a de nouveaux défis qu'il faut relever. Regardez par exemple, hier on avait des télévisions, exemple très, très banal. Hein? Hier on avait des télévisions noir et blanc dans les années 70. Et puis à un certain moment, je crois autour début 80 ou 78. La télécouleur. Télécouleur. Et puis après, après nous avons eu les systèmes de décodeurs. Et puis des valises satellitaires. LED, tout ça. Des valises satellitaires qui vous permettent de voir, de vous faire qu'on vous voit au-delà des choses du pays. Donc pas simplement nos provinces, mais au-delà du pays. En Outre-mer, en Occident, partout, on peut vous voir. Et aujourd'hui, on bascule. Non, on quitte le système ordinaire. Maintenant, c'est la TNT. On y entrera dans la technologie, progressivement, change avec les nouvelles donnes, change avec tout ce que l'homme apporte comme innovation, comme réflexion. Et donc, c'est la même marche que suit le pays. Les défis à relever, mais par rapport à l'évolution qui est une évolution progressiste. C'est comme ça qu'un pays se construit. Pays émergent d'ici 2030, vu la façon pays dont émergent. Vous êtes sûr que d'ici 2030, le pays émergent d'ici 2030, oui, parce que je pense que vous avez souvenance que nous avons un plan sur le développement des choses de la RDC. Et ces programmes visent beaucoup de secteurs, particulièrement aujourd'hui, c'est de pouvoir diversifier l'économie congolaise. Que nous ne puissions pas simplement rester cantonnés sur nos minerais, parce que les minerais à eux seuls ne suffisent pas que pour pouvoir avoir un budget consistant et gérer la République. Donc, dans cette chose diversification, il va falloir faire avec, par exemple, l'agriculture. Bukangalozo a échoué, Madame Ernestine Nyoka, nous avons vu l'échec de Bukangalozo. Même si Bukangalozo a connu quelques problèmes, ce n'est pas la seule ville, ce n'est pas la seule province de la République. Plus de 200 millions de dollars, Madame, de la République où l'on fait de l'agriculture. Plus de 200 millions coulés comme ça, vous n'en parlez même pas, vous dites que ça ne sert à... Ce n'est pas... Non, Madame, s'il vous plaît, il ne faut pas parler comme ça. Alors vous avez 270 millions de dollars. Alors vous ne me suivez pas. Je vous en prie. Je vous dis ceci, qu'il n'y a pas que à Bukangalozo où c'est fait de l'agriculture. Il n'y a pas que ces projets-là. Évidemment, il était le plus grand. Il n'y a pas que cela, mais il y a beaucoup de projets qui sont organisés au niveau de la République. Je voulais citer particulièrement à Kinshasa, nous avons le projet New Daipen, qui est un projet qui est en évolution perpétuelle. Et puis lorsque vous allez dans les Katanga, Kanyama Kasese, vous avez une panoplie des hectares, des centaines de milliers d'hectares de maïs qui sont cultivés. Ce qu'il faut faire, c'est faire un effort de dupliquer ces projets
de l'agriculture pour que nous puissions être un peuple qui ne meurt pas de faim, parce que nous avons une terre qui peut être utilisée que pour nous nourrir. Seulement, il faut faire un effort pour étudier la terre. Les terres qui ne sont pas viables, voir dans quelle mesure on peut nourrir ces terres que pour y arriver. Et si on ne peut pas, même si on nourrit ces terres et qu'elle ne sait pas donner les résultats, il faut voir quel type de culture va-t-il falloir faire sur ces terres. Merci madame, ne pas refaire la même erreur que Boukangalonzo, pas question de dupliquer des 1000 Boukangalonzo et perdre énormément d'argent. Nous en avons besoin pour les élections en République démocratique du Congo et bien d'autres projets. Merci donc à madame Ernestine. Madame, s'il vous plaît, je vous en prie, un mot. S'il vous plaît, un mot. Je ne peux pas terminer l'émission sans présenter mes condoléances à la famille biologique de Maman Olangi, qui nous a quittés, et présenter les condoléances à la grande famille chrétienne de la CIFMC et de présenter les condoléances au peuple congolais tout entier. Maman Olangi était une grande figure de proue. Les femmes en RDC, elles se distinguent. Les femmes en RDC se distinguent dans des différents domaines. Voilà une maman qui a marqué le pas dans la vie spirituelle des choses de nos populations congolaises et qui est partie, que son âme repose en paix, mais que le Congolais, ceux qui sont restés autour de l'église, aujourd'hui le papa est parti, maman est partie, j'aimerais appeler à plus d'accalmie que pour que l'œuvre commencée ne puisse pas s'arrêter, parce que très souvent chez nous, quand des personnes comme cela partent, l'œuvre est engloutie. Eh bien, que l'œuvre ne puisse pas s'engloutir, parce que des populations congolaises en ont besoin. Voilà, toutes nos condoléances, j'allais le dire aussi, à toute la famille Olangi et la famille de la CIFMC, comme l'a dit madame Ernestine Nyoka, que l'œuvre puisse continuer, que cela ne puisse pas s'arrêter. Donc merci au secrétaire national du PPRD en charge de la communication et des médias, madame Ernestine Nyoka, d'être passée à la barre. Elle est avocate, elle sait de quoi je parle. Merci à vous, tous mes followers et ceux qui étaient intéressés, qui ont passé leurs questions. Je les posais par rapport à madame Ernestine Nyoka. En tout cas, nous n'avons plus de temps. Dernière question, vous allez postuler pour députation déjà? Bon, je suis dans la réflexion, députation ou sénatoriale. Mais voilà. En tout cas, je serai quand même candidate. Voilà. Nous nous retrouvons, mesdames et messieurs, le dimanche prochain. Merci à toute l'équipe technique, à tous mes followers. RDV Prix, dimanche prochain. Inch'Allah.